Regardez, si je prends mes 3 caractéristiques, l'utilisation de la raison, l'esprit critique, la quête du savoir, mais ces caractéristiques, je vais les retrouver dans la science. Le savant est quelqu'un qui se sert de la raison, le savant est quelqu'un qui doute, le savant est quelqu'un qui va à la quête du savoir. Attention, le savant doute comme le philosophe. Si le savant ne doutait pas, il ne pourrait pas découvrir le principe de la gravitation universelle. Parce que tout le monde avait dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le savant dit que c'est faux, parce qu'il a douté. Et il remet en cause une convention établie par le groupe. Il dit le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas, le soleil est fixe, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du soleil. Donc le savant est quelqu'un qui remet en cause des fois des conventions qui sont faussement établies. Mais le savant aussi est quelqu'un qui va à la quête du savoir. Il améliore ses résultats. On met en place un résultat aujourd'hui, mais demain on continue la recherche et on peut l'améliorer. Ça devient beaucoup plus performant. Bon, élève de CM2, 9 moins 10 c'est égal à combien? Élève de CM2, 9 moins 10, c'est impossible. Élève de terminale L, 9 moins 10 c'est égal à combien? Moins 1. Ah, l'élève de CM2 dit que c'est impossible, l'élève de terminale dit que c'est possible. C'est égal à moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a évolué. Parce que l'élève de CM2 travaille avec l'ensemble n des entiers naturels. Or, avec l'ensemble n des entiers naturels, il n'y a pas de nombre négatif. Ça va de 0 à plus l'infini. L'élève de terminale L travaille avec l'ensemble R des réels qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on peut poser cette opération et trouver une solution. Élève de terminale L, moins 1 au carré, c'est égal à combien? C'est égal à 1, parce que le produit d'un nombre carré est toujours positif. Élève de terminale S, je ne sais pas s'il y en a ici. Terminale S, il n'y en a pas? Il y en a. I au carré, c'est égal à combien? C'est égal à moins 1. Ah, il y a un problème. On avait dit que le produit d'un nombre carré est toujours positif. Or, I au carré est égal à moins 1. Qu'est-ce qui se passe? I au carré, c'est ce qui est utilisé dans le calcul de la résistance des tenseurs en électricité, lorsque nous sommes en physique. Donc, ce qui n'était pas admis dans l'ensemble R est en train d'être admis parce qu'on a un autre ensemble qui est l'ensemble C des complexes. Voyez comment la science évolue. La science évolue. La science évolue en rectifiant ses erreurs. C'est pourquoi Bachelard dit que toute vérité scientifique est une erreur rectifiée. Toute vérité scientifique est une erreur rectifiée. Donc, la science rectifie ses erreurs. Elle fait des erreurs, elle rectifie et elle améliore. Elle va de plus en plus loin en rectifiant les erreurs qui ont été précédemment commises par les premiers penseurs. Donc, un penseur établit une erreur, un autre penseur vient, rectifie, améliore, et quand il rectifie, lui-même, il laisse une erreur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je rectifie une erreur, mais je laisse une erreur. C'est un autre qui viendra, qui va encore rectifier. L'histoire de la science, dit Engels, c'est l'histoire de l'erreur. C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. C'est ça. L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur. C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. Donc la marge d'erreur, je ne sais pas comment on l'appelle en science, il y a un terme qui est plus approprié. La marge d'erreur devient de plus en plus rétrécie, mais il y a toujours erreur en science. Il y a un sujet qui a été donné au bac en France. Le sujet dit, si l'erreur est humaine, comment la science est-elle possible? J'ai bien aimé ce sujet parce qu'il comporte quelque part un piège. On dit à l'enfant, si l'erreur est humaine, comment la science est-elle possible? Comme si science et erreur ne peuvent pas aller ensemble. C'est ça le piège. Donc l'enfant risque de croire que là où il y a erreur, il n'y a pas de science. Alors que la science, justement, c'est l'erreur. C'est ça. L'enfant, bon. Le candidat doit montrer que c'est parce que l'erreur est humaine que la science est possible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que l'erreur est humaine que la science est possible. Le sujet dit, si l'erreur est humaine, comment la science est-elle possible? Mais c'est parce que l'erreur est humaine que la science est possible. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de science. C'est ce que Karl Popper appelle le principe de la falsifiabilité. Karl Popper dit, un résultat scientifique qui n'est pas critiquable n'est pas scientifique. La science, c'est la critique. Un résultat scientifique qui n'est pas critiquable n'est pas scientifique. Quand vous dites une chose et que vous dites personne ne peut le critiquer, en ce moment-là, vous n'êtes plus dans la science. Dans la science, il y a toujours critique. Il n'y a rien à faire. Dans la science, il y a toujours critique. Le résultat scientifique le plus achevé peut être soumis à la critique. Donc, si l'erreur est humaine, comment la science est-elle possible? Le candidat dit, oui, l'erreur est humaine, mais c'est parce que l'erreur est humaine que la science est possible. Parce que la science a besoin d'erreurs. La science évolue en rectifiant ses erreurs. Qu'on ne peut pas parler de science
sans erreur. Le mot philosophie a été même créé par un mathématicien qui s'appelle Pythagore. Thalès, vous connaissez, Thalès c'est un mathématicien. Vous savez comment Thalès est mort? Thalès est mort en philosophant. C'est un mathématicien qui marchait dans la rue, qui philosophait et qui n'avait pas vu le puits qui était devant lui et il est tombé dans le puits. Oui, c'est comme ça qu'il est mort. Platon le raconte dans le Thétène. Thalès est mort en philosophant. Et il y a une servante qui se moquait de Thalès en disant: regardez ces philosophes-là, ils vont tous finir par mourir comme lui. Ils vont tomber dans des puits parce qu'au lieu de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, ils réfléchissent, ils ont la tête en l'air et ils vont finir tous par tomber dans des puits. Et c'est après Hegel qui répondra plus tard que cette servante-là ne tombe jamais dans un puits parce qu'elle est déjà au fond du puits.